Notre première idée avait été justement de pouvoir expliquer, en particulier à la population de Villars qui utilise beaucoup cette route des Espagnols, pourquoi ça s'appelait la route des Espagnols. Alors du coup, on a fait des recherches en histoire, à la fois sur le côté historique de la période où les Espagnols étaient installés à Villars-Saint-Pancrace et sur la période précédente et leur présence ensuite pendant la fin de la guerre et l'après-guerre. La présence espagnole s'explique par... il y a eu 2 vagues successives. Une première vague arrivée en 1937 à Briançon. C'était sous le Front populaire. Léon Blum est au pouvoir et il demande aux communes d'accueillir avec bienveillance les réfugiés espagnols. Mais très vite, le gouvernement même en France change et prend aussi des mesures plus restrictives. On est à la veille de la guerre et les premiers Espagnols sont incités à retourner chez eux. La deuxième vague est la plus importante et celle qui fait suite à la prise du pouvoir par Franco en janvier 1939. Et où 450 000 réfugiés passent la frontière des Pyrénées pour demander asile à la France. Donc la France leur accorde asile, et dans quelles conditions? Alors, elle leur accorde asile d'abord du bout des lèvres. On ouvre puis referme la frontière parce qu'on n'était pas prêt à accueillir autant de réfugiés. Puis finalement, on laisse rentrer ces réfugiés qui sont eux-mêmes poursuivis par les troupes de Franco et qui risquent leur vie. Alors dans un premier temps, elles sont accueillies dans des conditions très difficiles, puisque rien n'est vraiment prévu. On aménage des camps en bordure de la mer, vers Rieswald, vers toute la plage, là, le long de la frontière, juste derrière la frontière espagnole. Et ces camps vont être construits à la hâte. Les premiers jours, ils dorment même dans le sable. On va leur fournir ensuite des tentes et ils seront entourés de barbelés. Et les conditions sont si difficiles que le gouvernement lui-même parle de camps de concentration. Pour la première fois, on entend ce terme. La première fois en Europe. En Europe. Mais ils sont d'abord surveillés. Ils restent entre 1 et 3 mois. Les camps vont perdurer pour un certain nombre qui sont soit suspects, soit blessés. Mais très vite, on demande au département de les accueillir. Donc, par exemple, les Basses-Alpes, ça s'appelait comme ça à l'époque, et les Hautes-Alpes, sont déclarés départements d'accueil. Donc, plus de 1000 réfugiés arrivent dès février 1939 en gare de Gap. Et sont dispersés. Ils vont être dispersés, surtout les femmes et les enfants vont être dispersés sur l'ensemble du département. Il y avait un plan du gouvernement et on a pu vérifier et se procurer tout ce plan aux archives militaires de Vincennes à Paris, qui avait été prévu de construction de routes pour faciliter le déplacement des troupes en zone frontalière. Donc il y avait 2 grandes routes surtout qui étaient prévues. Une qui devait longer la Durance, de Villars-Saint-Pancrace jusqu'à la Roche-de-Rame, puis de l'autre côté, entre l'Argentière et Fressinière. C'est des routes qui étaient prévues dans un plan militaire. Donc très vite, on s'est rendu compte que ces réfugiés pouvaient être une main-d'œuvre utile. Et comme eux-mêmes veulent échapper aux représailles s'ils retournent en Espagne, on constitue d'abord des compagnies de travailleurs étrangers pour construire ces routes. Ils dépendent de l'armée, ils sont encadrés au départ par des gardes mobiles. À Villars-Saint-Pancrace, très vite, c'est les chasseurs alpins qui prennent le relais, mais ce ne sont pas des militaires. Ce sont des travailleurs qui sont encadrés par le génie ou d'autres militaires.
Alors des travailleurs payés? Alors au départ, ils ont une petite indemnité. On leur fournit une tenue, une indemnité. On leur fournit également quelques timbres, quelques cigarettes et 3 cartes postales par semaine. Ils n'ont pas le droit de sortir du camp. Et ils sont répertoriés avec leur nom, prénom, date de naissance, mais aussi leur comportement. Alors une main-d'œuvre corvéable à merci, pas chère. Voilà, c'est ça. Et puis souvent, puisqu'on a la liste de leur métier, souvent c'était des artisans ou des militaires. Donc il va y en avoir dans le Briançonnais 3 camps qui vont être installés, un donc à la ferme Saint-Jean et 2 sur Saint-Martin-de-Carrière. Ça représente combien de personnes, tout ça? Alors 250. Les compagnies étaient à peu près de 250 travailleurs par compagnie. Donc sur les 3 camps, ça représente 250. Il y en avait plus d'une centaine à Villars. Alors, cette fameuse route des Espagnols à Villars, elle débouche un tunnel. C'est eux aussi qui ont creusé le tunnel? C'est eux qui ont creusé le tunnel. Voilà. Donc, on avait déjà, on leur avait rendu hommage parce que ce tunnel a demandé beaucoup de travail. L'armée avait projeté d'arrêter les travaux pendant l'hiver, puisqu'ils étaient là en septembre 39 et donc l'hiver 39-40, mais finalement, ils se disent qu'ils peuvent travailler dans le tunnel. Donc là, les conditions sont vraiment difficiles puisqu'on est en plein hiver. Le tunnel a été réalisé entre septembre 39 et avril 43 en fait. Alors ce tunnel a été creusé dans des conditions difficiles. Avec quel genre de matériel? Pelle, pioche, mais dans des conditions vraiment très difficiles. Alors, conditions très difficiles pour le travail, et puis pour l'hébergement. À Villars, par exemple, ils étaient hébergés comment? Eh bien, à Villars, ils étaient sous tente marabout. Alors, les vestiges, c'est essentiellement des lavabos qui ont été utilisés par ces travailleurs. C'est une dalle. Sur laquelle il y avait les tentes. Et puis il y a sur la porte de la grange, qui était certainement le lieu où était hébergé l'encadrement, nos passaran, qui était le cri de ralliement des Républicains. Il y a une deuxième route qui a rassemblé beaucoup de travailleurs. Donc c'est la route qui part de Fressinière à l'Argentière, parce qu'une partie des travailleurs étaient logés avec d'autres sur la commune de Pelvoux, puisque une route devait rejoindre Pelvoux à Monétier par le col de l'Échaudat. Donc le plus important camp qu'il y a eu dans la région, c'était sur le plateau de Chambran, sur la commune de Pelvoux. Donc la route qu'on utilise aujourd'hui pour monter à Chambran, c'est... Ils n'ont pas fait jusqu'au bout, il n'y a pas eu la jonction, mais il y en a eu un morceau fait du côté de Monétier et un morceau du côté de Pelvoux. Donc du côté de Pelvoux, ça montait jusqu'où alors? Jusqu'au plateau, et ça n'arrive pas tout à fait jusqu'au lac. Après, les Allemands arrivent. Qu'est-ce qui arrive à ces Espagnols? Beaucoup, et craignant le STO, vont partir, soit s'embaucher dans des familles escachées, d'autres vont s'engager dans la résistance. Dans la résistance, on a énormément d'exemples d'Espagnols qui sont venus renforcer les réseaux de résistance. Casals était vraiment un grand combattant pour la paix, qui a rendu célèbre ce chant de la paix, le chant des oiseaux, qui est un chant traditionnel catalan.
et il a joué partout dans le monde et il s'est exilé en France et il a œuvré pour la paix pendant toute sa très longue carrière. Comment est-ce que vous vivez ce travail de mémoire qui est fait par des personnes qui n'ont pas forcément de lien avec l'Espagne? Je les trouve très performants parce que je trouve des gens très engagés à développer ce travail de mémoire. En ce qui concerne l'Espagne, dans les écoles, dans des différentes initiatives sociétales, on le développe, mais ça, je dirais, a même beaucoup de mérite si on le fait par exemple en France, on le fait à l'étranger. Je dirais que la France, petit à petit, a su comprendre le rôle de ces Espagnols et Espagnoles qui sont venus ici après la guerre civile, immédiatement. C'était en février de 1939, un demi-million d'Espagnols sont passés en France et la France s'est vue avec cette avalanche d'Espagnols qui a été plus ou moins éparpillée en France. Bien que principalement ils sont restés au sud de la France, Toulouse, de l'autre côté des Pyrénées, Pau par exemple. Ces Espagnols ont vécu des différentes circonstances. Ils ont été beaucoup de fois reconnus par la France, leurs travaux. Il faut soutenir ces familles, les enfants, les grands-enfants. C'est pour cela que le gouvernement espagnol s'est décidé d'approuver une loi qui permette d'octroyer la nationalité espagnole, en restant français, à des Français d'origine espagnole. Donc je pense que c'est un pas en avant, c'est un pas des coexistences, des cohabitations, c'est un pas des reconnaissances mutuelles de deux États. Ça m'a fait ressentir la dureté du destin pour ces Espagnols, parce qu'ils étaient confrontés à la guerre espagnole, ils ont dû partir, ce n'était pas un départ volontaire, ils étaient contraints de partir, ils n'ont pas demandé d'aller en France ou d'aller en Belgique ou en Italie, non, ailleurs, au Mexique, non, ils étaient obligés de partir. Et puis ici, en France, malheureusement, l'histoire est comme ça, quelques mois après, ils ont été traités comme ils ont été traités. Donc, pour eux, sortir d'une guerre civile, nationale dans leur pays, et puis trouver la situation en Europe qui les obligeait parfois à bien travailler, ou bien passer au maquis, ou bien ils étaient attrapés pour aller à des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, nazis, et pour finir leur vie là. C'était un destin terrible.